Non, mais vraiment, avec ce film, j'ai vraiment assisté au plus beau spectacle de ma vie. Il y a plein de particules à l'écran. Ça ressemble beaucoup au premier, tout en étant différent, ce qui rend le tout vraiment magnifique. Wow. Visuellement, c'est très réussi. Les costumes sont magnifiques. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et le truc que j'ai vraiment apprécié, c'est le générique qui est exactement le même que le premier, mais pas tout à fait le même. Il y a beaucoup de combats, mais pas trop non plus. Il y a énormément de personnages, mais pas tant que ça, si tu plisses un peu les yeux. Et au vu de la diffusion des idéologies d'extrême droite dans le monde, je suis très, mais alors très heureux que ce métrage ne soit pas encore un film de nage. Ta gueule! Je m'en doutais que ça serait de la merde, hein. Ridley Scott n'a réalisé aucun film capable de faire sauter une braguette sans les dents depuis presque 20 ans. Moi, en 20 ans, j'ai eu le temps d'engrosser madame 2 fois, j'ai fini Baldur's Gate 16 fois, débarrassé le lave-vaisselle au moins 5 fois, mais là, je n'excuse pas tout, hein. On en a la preuve avec Clint Eastwood. 94 ans, l'ancêtre, hein. On est quasiment sur de la momie égyptienne en fait. Et pourtant, il continue à réaliser des films qui défrisent tout le continent africain, et ça en fait du crépus, hein, croyez-moi. Non, je pense que, comme on a dit à ce mec durant des dizaines d'années, que tous les films qu'il a réalisés sont des chefs-d'œuvre, le bougre il s'est mis à se tirer la tige en admirant son propre reflet dans le miroir. Et alors oui, on parle toujours du Ridley Scott. Il a accouché de chefs-d'œuvre, hein. Alien, Blade Runner, Gladiator, La Chute du Faucon Noir, et c'est tout en fait. Alors oui, Prometheus et Alien Covenant étaient des infamies au niveau de leur scénario, de l'écriture des personnages tous débiles. Il n'empêche que ça reste de beaux spectacles visuels parce que le Ridley Scott est un très bon technicien de l'image. Il a une patte artistique très reconnaissable, un style de photographie qui lui est propre. Oui, ça va, c'est un filtre bleu After Effects utilisé à toutes les sauces, mais ça reste joli. Il y a des plans de Prometheus qui sont à tomber par terre, et d'autre part, j'ai apprécié son dernier duel, qui lui aussi, en plus d'être très beau dans sa représentation de la France médiévale, est pourvu d'un scénario intéressant avec cette histoire revue de 3 points différents. Ouais bon ok, je tolère, j'accepte. Je plus sois, mais calme-toi, je ne crie pas au chef-d'œuvre, c'est juste des bons films que je regarde au même niveau qu'une visite sur Pornhub. C'est sympa une fois, mais dès que t'as les doigts qui collent, t'oublies vite ce que tu viens de voir et tu fous le tout à la poubelle. Cependant, un jour, le Ridley Scott, arrivant à court de pécule pour continuer à jouir des faveurs de ses 3 prostituées hongkongaises à peine majeures, vivant sur ses 6e et 7e yachts, eut une idée lumineuse selon lui, une idée absurde selon le reste de l'humanité, réaliser une suite à l'un de ses meilleurs films, le meilleur selon certains, Gladiator 2. Et là, précision. D'ordinaire, mon acolyte et moi-même créons. On écrit, on débat, on écrit, on boit, on débat et on écrit encore. Mais ça, c'est le début seulement. Ensuite vient la demi-semaine de montage, de recherche d'extraits, d'étalonnage, de vannes de dernière minute, pour un total d'environ 30 heures. Pourquoi 5 cabots par-ci, 5 cabots par-là. Et attention, hein, on ne fait pas ça pour la gloire et la fortune. Mais quand tu crées pour toi, tu aimes aussi que l'autre en profite. Et il se trouve qu'à notre époque, comment dire, tout le monde s'en tartine l'arrêt puissance 1000 de la création. Donc pour ce premier épisode de 2025, c'est freestyle. Le franc en bas du cul, braguette ouverte. Donc si là tu t'es senti offusqué par ce que je viens de dire, je te conseille la chaîne de Squeezie pour parler de jeux vidéo sans âme, et Usul pour continuer à sucer le communisme que tu aimes tant. Bon maintenant, moi, je vais vous dire ce que c'est que Gladiator 2. Honnêtement, j'ai cru une blague quand ça commençait à en parler sérieusement sur la toile, et il s'est avéré que non, c'était pas une blague. Le film était bien dans les clous. Je savais que ce serait forcément un échec, qualitativement parlant, parce qu'au-delà d'être un film extraordinaire, Gladiator c'est surtout un personnage. Et ce personnage est incarné par un acteur tout simplement inégalable. Vous pouvez mettre n'importe qui d'autre pour incarner Maximus, ou bien un personnage qu'on voudrait s'en faire rapprocher, ce qu'ils veulent faire dans ce film apparemment. Non, ça ne peut pas fonctionner. Russell Crowe porte le film sur ses épaules, il est la révélation, il est le Jesus Christ du Colisée, sa carrière a décollé grâce à ce film, et ça n'est pas pour rien. Et là, en tant que cinéaste YouTube, je n'ai ni le temps ni l'envie de vous expliquer pourquoi. Parce que sur Terre, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui ont vu Gladiator premier du nom, et ceux qui pensent que Galadriel mérite sa propre série. Dans ces 2 catégories, il y en a une que je respecte plus que l'autre, et dans celle que je respecte, il n'y a pas d'elfe en fait. Je dis ça, voilà. Je ne me souviens même pas du nom de l'acteur principal de ce Gladiator 2, comme tous les acteurs génériques de la triste époque dans laquelle on vit. Il ne dégage absolument rien, aucune aura, aucun charisme, il est oublié avant même de naître, tout comme le film d'ailleurs. Et le pire, c'est que même visuellement parlant, le film n'est pas beau. Il reste très loin de ce à quoi on était habitué avec les travaux précédents du Ridley Scott. Le réalisateur est vraiment devenu fainéant et semble se reposer sur ses acquis. Rien n'est transcendant à l'écran.
aucun effort pour créer des beaux plans, aucun dialogue qui nous galvanise. Sans déconner, on dirait qu'il n'en a vraiment plus rien à foutre. Mais ce que je vous propose, c'est d'analyser tout ça dans les détails, et pour ça, je vais être obligé de vous spoiler le film dans son entièreté. Donc si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez garder la surprise d'un scénario sans surprise, je vous suggère d'abord de le voir. 3, 2, 1, trop tard. Parce que oui, c'est une redite exacte du premier, donc aucune surprise, et le peu de surprise qu'ils ont tenté de nous faire avaler viennent juste cracher à la gueule de Maximus pour détruire absolument tout ce qu'il représentait dans le premier opus. Et ça part très mal dès les premières secondes. On nous balance un générique composé d'un mélange d'images du premier Gladiator avec un filtre apparence aquarelle dégueulasse, certainement généré par IA. On a un mixage de la musique du premier film passable, très vite effacé pour faire place à une musique générique de film d'action historique de série B, sorti en direct ou DVD, avec les noms de tous les participants qui défilent longuement, plus de 3 minutes, à se farcir ces images. Et après ça, on nous place le contexte avec du texte à l'écran. En gros, Romains très méchants, empereurs sadiques, font régner la terreur et répandent le sang sur toute la planète. De la merde donc, comparé au générique du premier film qui se contentait d'un peu de fumée jaunâtre à travers laquelle se dévoilait le titre du film et les textes explicatifs pour le contexte. Mais surtout, on avait la magnifique BO de Hans Zimmer. On a tous encore en tête ces quelques notes de cordes qui accompagnent cette intro. Pour Gladiator 2, la BO est aussi oubliable que l'acteur principal, sauf évidemment dans les rares moments où elle reprend celle de Hans Zimmer. Pourtant, Harry Gregson Williams est un bon compositeur. Il a bossé sur Armageddon, mais surtout sur Metal Gear Solid 2, qui est pour moi l'une des meilleures BO de l'histoire du jeu vidéo. Mais là, non, lui aussi, il est devenu feignant apparemment. On fait ensuite la connaissance de Lucius, qu'on connaissait déjà enfant dans le premier, et qui maintenant a grandi. Il a quitté Rome pour filer le parfait amour avec son Amazone tatouée en Numidie, ancien royaume berbère situé en Afrique du Nord et qui, à en croire ce film, est un endroit paradisiaque, où si on doit fuir un pays oppresseur, c'est le meilleur endroit pour se réfugier. On y est bien accueilli et c'est l'endroit le plus sûr de la planète. Parce que oui, Lucius est bien le fils de Lucilla, héritier du trône, mais que sa mère a décidé d'envoyer en Numidie, juste après la mort de Maximus, pour se mettre à l'abri des méchantes personnes qui voudraient l'assassiner parce que c'est l'héritier du trône. Alors que les derniers mots de Maximus avant sa mort étaient « Lucius est sauvé ». Bref, donc la vie est belle, il malaxe du blé, il fait des attouchements à des poules au ralenti, femme étend du linge, on se fait des bisous romantiques dans les draps, etc. etc. Mais le bonheur n'est que de courte durée, parce que le méchant oppresseur romain nazi arrive pour attaquer la cité et tuer tous ses occupants. Il va falloir la défendre. Le couple s'équipe mutuellement d'une manière tellement solennelle qu'elle en devient comique, mais de toute façon, vous allez le voir, le film a un énorme potentiel comique finalement. Et voilà, les méchants romains arrivent sur leur gros bateau numérique, portés sur une mer numérique, en direction d'une ville numérique. En gros, on n'y croit pas une seconde, hein. Alors que la bataille en Germanie du premier film est un exemple d'immersion. Pourquoi ? Parce que tout est vrai, les décors, les figurants, le feu, tout. Là, c'est une cinématique de jeu vidéo incarnée dans une bouillie d'effets numériques, c'est moche. Et évidemment, nous avons le discours de Maximus bis, qui nous sort des dialogues écrits par des intermittents de chez Ubisoft, certainement. Parce que oui, le bougre a trahi son peuple d'origine pour se lier avec les Numides, et ne manquerait aucune occasion d'oxyre un romain. Ils auraient peut-être mieux fait de l'appeler Louis Boyardus. Ah là, on a tout de suite envie de combattre au péril de sa vie après une prise de parole aussi énergique et motivante, hein. Surtout quand elle est desservie par un type avec une tête de victime pareille. Et oui, hein, ça suffit pas de pousser la salle de sport, prendre de la prot, il faut aussi avoir la tête qui va avec, hein, le charisme, le regard. Chose que Russell Crowe avait, et qu'il a toujours malgré ses 120 kilos. Oui, Russell Crowe est toujours plus viril, charismatique et beau gosse, alors qu'il est devenu obèse, plutôt que cet acteur en mousse au regard de Merlin Free. Donc les méchants romains attaquent la cité dans un bordel général, filmé de manière bordélique, dans un gigantesque fourre-tout numérique, et c'est l'occasion de faire la connaissance du général Acacius, incarné par Pedro Pascal. Ah, lui, il m'a bien fait rire aussi, hein. Un cliché ambulant, le mec, et ce, dès les premières secondes de son apparition. Les bateaux arrivent, prêts à mettre le feu à la cité, et lui, il boit son gobelet de vin tranquille à la barre, vous savez, le style « j'ai vu 10 000 guerres », c'est une journée banale, le mec est au bureau en fait. Et ça m'a immédiatement fait penser au film Avatar. Vous savez, quand tous les hélicos vont défoncer le gros arbre des Schtroumpfs, bah le gros méchant du film, qui est lui aussi un cliché, il boit son café tranquille avant de vitrifier toute la zone, c'est exactement la même scène. Et ensuite, il y a un truc qui m'a bien fait rire aussi. Les bateaux accostent sur les murs de la cité et ils baissent les passerelles avant pour faire débarquer les soldats façon soldat Ryan. Sauf que la passerelle du bateau d'Acacius se retrouve bloquée et ne peut pas s'abaisser. Alors lui il gueule, hein, mais putain, qu'est-ce que vous foutez? Et les autres ils gueulent, bah la passerelle elle est coincée! Et il n'y en a pas un seul sur les 30 bonhommes qui a la présence d'esprit de couper la corde pour libérer la passerelle. Du coup, le général Acacius, il prend les choses en main, tu vois. Il leur dit, vous en faites pas! Je suis général! J'ai mon diplôme de général! Je sais quoi faire dans ce genre de situation. Il descend de son perchoir, passe à travers tous les mecs, et il coupe lui-même la corde et libère tous les mecs pris au piège.
Ah bah alors là, qu'on ne vienne pas me dire que la hiérarchie ne sert à rien après ça. Bon ensuite, bagarre, jusqu'au moment où Femme se prend une flèche en plein bide sur ordre du méchant Acacius et tombe à l'eau. En même temps, c'est le risque, quand t'as décidé de jouer à la guerrière, ou à la chevaleresse, comme diraient les enseignants d'aujourd'hui, et que tu te mets à tirer des flèches sur des types. Donc on s'en bat les couilles. Lucius est très triste, mais on s'en bat les couilles. Parce que oui, c'est censé être la scène tragique du film, s'apparentant à la scène où Maximus découvre sa femme et son fils crucifiés et brûlés vifs. Pourtant, Ridley Scott a su nous mettre en scène une vraie tragédie, qui te prend aux tripes. Elle avait coché toutes les cases pour que ça fonctionne et que ça nous fasse chialer. Là, elle n'en coche aucune. Dans le premier, sans qu'on la voie directement, Maximus nous expose longuement sa vie, notamment dans son dialogue avec Marc Aurèle. On se prend d'affection pour lui et pour sa petite famille. Cette longue exposition est essentielle pour qu'on soit compatissant envers lui, qu'on comprenne son impatience de les retrouver après ces années de campagne qui touchent presque à sa fin. On est presque aussi impatient que lui en fait. Il a enduré la guerre, la famine, le froid, et sa libération est toute proche pour retrouver la chaleur de son foyer, et pour qu'au final, au dernier moment, il retrouve sa femme et son fils crucifiés et brûlés vifs. Une telle histoire tragique, mêlée au jeu d'acteur parfait de Russell Crowe, voilà, vous avez le cocktail parfait pour faire de la pub à Kleenex. Là, sa femme, on la voit à 5 minutes, ils se font 2-3 bisous, échangent à peine quelques mots, et surtout, elle a décidé d'elle-même de participer à la guerre. Donc où est le côté tragique là-dedans? De plus, perdre sa compagne, c'est très triste, mais perdre ton fils, la chair de ta chair, qui en plus a été torturé à mort. Là dans le 2, sa femme, ça va, elle a pas trop souffert, Une flèche et elle est tombée. Le fils de Maximus a été torturé à mort. On n'est pas sur le même niveau là. Donc de base, on sera forcément moins impliqué dans le combat de Lucius que celui de Maximus. Pour tout dire, moi je m'en conne complètement. Alors que dans Gladiator, on bouillait d'impatience de le voir se venger pour réparer cette injustice. Là, il n'y a absolument rien d'injuste dans la mort de sa femme. C'est la guerre, mon vieux. Il se fait donc capturer, recruté par Macrinus, incarné par Denzel Gangsta Washington, qui remplace Proximo en faiseur de Gladiator. Alors, je n'ai rien contre Denzel Washington. J'adore cet acteur. Dans Equalizer, il est génial. Dans Man on Fire, il est génial. Dans American Gangster, il est génial. Mais là, il n'est pas à sa place. Outre le fait que Macrinus était en fait issu de l'Afrique du Nord, et n'était donc en rien typé comme Denzel Washington, là c'est surtout le jeu de ce dernier, qui ne correspond pas du tout au film. Il reste dans son personnage de gangster new-yorkais, avec ses rires, ses manières, ça n'a absolument rien d'antique. Du coup, on n'y croit pas non plus. Ce qui nous mène au premier combat en arène. Vous vous souvenez du premier combat dans Gladiator? La mise en scène qui te fait monter la tension progressivement, l'arrivée dans les coulisses avec le Golgoth à l'accent allemand qui fait comprendre à Maximus que ça va chier, le discours de Proximo qui dit aux gars qu'ils ne ressortiront là-dedans que de deux manières, soit vivants en ayant tué, soit morts, et que c'est maintenant qu'on va voir s'ils sont des hommes. Et bien sûr, cette interminable attente derrière la porte avec le Gus qui fait tournoyer sa masse d'armes, il le distingue de derrière les portes avec la lumière qui est masquée à chaque tour, le type qui se pisse dessus. Oui, là on avait une idée de l'ambiance qui pouvait régner dans un combat de gladiateurs. Là non, rien de tout ça. Les mecs sont parachutés comme des cons directement au milieu de l'arène, sans adversaire pour les accueillir. Comme Cyril les disait aux spectateurs, ça va, c'est bon, vous connaissez la chanson, on va pas recommencer. Bah oui, d'accord, mais du coup ton film n'a plus aucune mise en scène. Donc où est l'intérêt de regarder ça? Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est ce qu'ils affrontent. Qu'est-ce que c'est que ça? De la science-fiction? On est où là? Donc le tout premier combat du film se déroule contre des singes numériques dégueulasses, hyper mal faits, avec des ralentis pour nous faire croire que c'est un truc hyper épique. Je vous avoue qu'à ce moment-là du visionnage, j'étais perdu. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je bois une bouteille de rhum? Est-ce que je détruis ma télé? Est-ce que j'enfourne mes enfants en thermostat 8? Du coup, j'ai fait une pause. Parce qu'entre ça et l'image des deux empereurs tafioles surmaquillés, remplaçant de commode juste avant, ça commençait à faire trop en fait, j'étais sur le point d'exploser. Parce que oui, j'en ai pas parlé de ces deux-là, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Deux espèces d'hystériques dépravés qui surjouent à un tel point leur décadence que ça en devient clownesque. Ça pousse des cris de femelles, ça fait des manières dignes de Magloire, ça prend volontairement des regards de psychopathe, mais c'est surjoué à un tel point que là aussi ça en devient comique. Ce film est une farce. Et son plus gros problème, selon moi, vient du fait que finalement, il n'y a pas de gros méchant qu'on déteste réellement, et dont on salive à l'idée de le voir crever comme commode. Joaquin Phoenix jouait tellement bien son rôle de connard qu'on le détestait réellement, on voulait voir Maximus le défoncer. Guetta et Caracalla, ils sont rigolos finalement. Moi, ils m'ont plus fait rire qu'autre chose en tout cas. Donc non, j'en ai rien à foutre de les voir mourir ou non, et Denzel Washington n'a pas fait de choses assez horribles à Lucius pour que j'ai envie de le voir mourir aussi. Donc au final, je m'en fous de tous les personnages de ce film, leur destin n'a aucun intérêt pour moi. Pareil pour la momie botoxée Lucilla, qui revient pour dire de faire un semblant de lien entre les deux films, mais elle ne dégage aucune émotion,
Même quand elle retrouve son fils après toutes ces années, elle reste de marbre. Alors que putain, c'est ton fils que tu pensais ne plus jamais revoir que t'as devant toi, bordel. Il y avait de la séquence émotion facile à portée de main, là. Eh ben non. Et son connard de fils qui passe son temps à beugler, il faut rendre Rome au peuple, en faire une ville ouverte, accueillante, où le monde entier peut s'y sentir en sécurité. Oui, bah on voit bien le résultat que ça donne, question sécurité, quand on ouvre une ville ou un pays au reste du monde. Bref, je m'égare, revenons-en à ce film de merde. Bon, on se fait chier là, avance rapide jusqu'au prochain combat. Ah voilà, ça y est, enfin. Va-t-on avoir un combat aussi épique que la représentation de la bataille de Carthage dans le premier film, avec la découverte de l'intérieur du Colisée en panoramique, tout autour de Maximus, la musique dantesque, le bruit de la foule, etc. Bah non. Encore une fois, Ridley Scott s'est dit ça va, on va pas recommencer, vous connaissez. Bah pourquoi tu fais un Gladiator 2 alors, connard? Mais ne vous en faites pas, j'ai une très bonne surprise. Ah bon, c'est quoi? Le type qui chevauche le rhinocéros. Ah. Non mais en fait, c'est plus Gladiator là, c'est Jumanji. Il nous fout des animaux numériques dégueulasses dans tous les combats. Puis il faudra m'expliquer comment on dompte un rhinocéros pour le monter. Parce que là, hormis le domptage du Vélociraptor dans Jurassic Daube, je vois pas. Encore un combat donc, avec en plus du fanservice quand Lucius ramasse le sable dans sa main pour aveugler le rhinocéros qui fonce comme une merde dans le mur. Une comédie, je vous l'ai dit, une comédie. Et évidemment, maman a reconnu son fils parce qu'il a fait comme papa en ramassant du sable. Ouh là là. Au passage, c'est génial d'avoir sali l'image de Maximus, Ridley. En faisant un connard qui a trompé sa femme juste après l'avoir enfanté. Bah oui, étant donné que son fils et Lucius ont tous les deux 8 ans dans le premier film. Mais c'était pas normal en 2024, cette image d'homme blanc aimant, dévoué à sa famille, à sa patrie. Il fallait casser cette image en lui ajoutant un truc dégueulasse. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ah bah oui, l'adultère. Salaud d'homme, tous les mêmes. Va te faire foutre, Ridley. Bon, on se fait chier encore, conspiration, on retrouve maman, on s'entraîne à ramer. À ramer? Mais pourquoi? Pour le prochain combat, bien sûr, où ils remplissent le Colisée avec de l'eau pour simuler une bataille navale. Alors oui, les naumachis, ces fameuses batailles navales, existaient bel et bien à Rome, mais le Colisée n'était pas vraiment conçu pour ça. Certains textes antiques mentionnent que l'empereur Titus aurait fait inonder l'arène lors de son inauguration, mais c'est sujet à débat en fait. Le vrai problème, c'est que sous l'arène du Colisée, il y avait tout un tas de réseaux de sous-sol qu'on appelle l'hypogée, rendant impossible son étanchéité. Donc techniquement, ils auraient pu balancer un peu d'eau pour faire un effet stylé, mais de là à organiser une vraie bataille navale avec des galères qui s'affrontent, c'est du grand délire. Rome avait d'ailleurs des bassins spécialisés pour ça, bien plus adaptés. Et puis les requins. Sérieusement, déjà foutre des requins dans une arène en pleine Rome antique, c'est du n'importe quoi. Ces bestioles n'étaient pas vraiment les stars des jeux du cirque, on était plus sur des crocodiles, des lions et des ours. Mais là on dirait qu'ils ont voulu faire un Sharknado version péplum, avec des effets spéciaux tout aussi réussis que dans cette licence. En plus les bestiaux, ils sont aussi affamés que des piranhas. À peine un type tombe à l'eau qu'il se fait bouffer direct. Bref, encore un film what the fuck juste là pour le spectacle. Mais niveau crédibilité historique, c'est un naufrage. Ah, et autre moment grand guignolesque, la mort du général Acacius. Il était méchant, puis il devient gentil. Bref, je vous passe les détails, on s'en fout. Mais il rentre dans l'arène pour se battre contre Lucius. Il perd, les empereurs veulent que Lucius le mette à mort, chose qu'il ne veut pas faire parce que c'est un gentil. Du coup, les empereurs ordonnent aux archers de l'abattre. Ils lui tirent tous dessus en même temps, et je vous jure que ce sont tous des snipers. Il n'y en a pas un seul qui loupe sa cible alors qu'ils sont à 200 mètres. Gros fou rire donc, comme la mort de Lucilla attachée à un poteau au milieu de l'arène. Macrinus aussi est un sniper apparemment, et il lui loge une flèche en pleine poitrine à 200 mètres. Je crois que là aussi on était censé être triste, mais non, j'ai bien rigolé. Encore. Vaut mieux ça, à défaut de pleurer, devant un spectacle aussi affligeant. À la fin, on nous fait miroiter une bataille dantesque entre les deux armées qui se mettent en marche pour faire bagarre. Mais non, elles se mettent face à face, et la bagarre se déroule uniquement entre Lucius et Macrinus, avec les centaines de mecs qui les regardent comme des cons. Lucius lui coupe un bras et le laisse crever dans l'eau, et voilà, clap de fin avec le flashback de la main de Maximus dans le champ de blé. Pouf. Eh bien, je pense que je peux le qualifier comme étant le pire film de Ridley Scott sans hésitation. Et ce qui me fait vraiment chier, c'est que pourtant Ridley Scott, c'est un mec qui sait faire des films visuellement splendides, que ce soit Gladiator, Blade Runner, Le Dernier Duel ou même Napoléon, quoi qu'on en pense. Il y a toujours un vrai soin apporté à la photographie, aux éclairages, au décor. Même dans ces films moyens, on peut dire ok, c'est beau. Mais là, même pas. On se tape une image terne, sans âme, avec des effets numériques qui puent le fond vert, les couleurs sont fades, l'étalonnage est plat, et certaines scènes ont un look tellement artificiel qu'on dirait un jeu vidéo. Où est passée la majesté visuelle du premier Gladiator? Pourquoi on se retrouve avec un rendu aussi générique alors qu'on parle d'un budget colossal? Franchement, on dirait un film fait à la chaîne, sans la moindre patte artistique. Même Ridley Scott semble avoir lâché l'affaire, et ça c'est triste. Si ça vous a plu, abonnez-vous, pensez au pouce bleu et aux commentaires pour le référencement. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!